Chute brutale. Le lithium bondit de 30% pendant que 100 000 tonnes restent enfouies. Ce contraste heurte l'image d'un État dit fragile et déplace, en silence, les lignes de pouvoir autour du Sahel, là où chaque donnée reconfigure des rapports déjà tendus. Que change vraiment cette rupture pour ceux qui regardent Ibrahim Traoré défier, depuis Bamako, l'architecture d'un ordre énergétique devenu mondial? Une bascule s'annonce, brève, lourde, irréversible. Cette séquence promet une lecture claire. Comprendre comment une donnée minière peut réordonner des choix politiques, économiques et sécuritaires en quelques mois. Le bénéfice pour le lecteur est simple et concret. Lire les signaux, éviter les angles morts, décider mieux. Ici, il ne s'agit ni d'exalter ni de condamner, mais d'examiner des faits reliés entre eux, depuis la découverte confirmée jusqu'aux réactions diplomatiques et observables. L'enjeu est élevé, car chaque décision publique engage des emplois, des recettes et des alliances, avec des effets qui dépassent les frontières nationales. En filigrane, la figure d'Ibrahim Traoré sert de point de cohérence, non comme slogan, mais comme opérateur de décisions successives. Ce cadre permet de distinguer ce qui relève de la posture et ce qui relève de la stratégie, en reliant données, chronologie et conséquences mesurables. Les risques sont symétriques. Surestimer l'isolement ou sous-estimer l'attraction des marchés mondiaux. La promesse est donc méthodique, fondée sur comparaison, causalité et effets observables, sans extrapolation. Les données publiques de janvier 2025 marquent une rupture nette. Près de 100 000 tonnes de lithium sont confirmées, tandis que le prix mondial progresse d'environ 30% en 6 mois. Ces deux repères suffisent à reconfigurer la lecture du Mali, désormais observée à travers le prisme d'une ressource stratégique devenue centrale. À partir de là, les gestes politiques cessent d'être isolés. Ils s'inscrivent dans une architecture où le sous-sol pèse autant que la diplomatie et où chaque statistique devient un levier potentiel. Le pays, longtemps décrit comme périphérique et fragile, se retrouve au cœur d'une compétition énergétique qui s'accélère dès le début de 2025. Le récit source ne présente pas un événement unique, mais une séquence. Données minières, décisions gouvernementales, puis réactions extérieures, chacune appelant la suivante. 3 dynamiques se superposent clairement. D'abord, la confirmation du gisement attire une attention mondiale immédiate. Plus les estimations montent, plus les pressions s'intensifient. Ensuite, la hausse rapide des prix crée un effet d'aspiration, rendant la ressource malienne sensible aux stratégies d'acteurs extérieurs en quête de sécurisation d'approvisionnement. Enfin, des signaux sécuritaires rapportés pour les premiers mois de 2025. Survols répétés, mouvements inhabituels, tentatives discrètes de cartographie donnent un relief nouveau à des tensions auparavant diffuses. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un point de cohérence décisionnelle. Les choix décrits ne relèvent-ils pas d'une posture idéologique, mais d'une logique graduelle visant à verrouiller des zones jugées sensibles. Si l'accès au gisement devient l'enjeu central, alors la gouvernance, la fiscalité et le contrôle territorial s'imposent comme des instruments clés. Un détail de terrain éclaire l'ensemble. Dans les régions proches des gisements, des civils récemment formés à la défense territoriale signalent plusieurs incursions de petites équipes cherchant à cartographier les accès. Ces rapports, peu médiatisés, circulent néanmoins dans les cercles décisionnels et accélèrent la volonté d'un contrôle plus strict. Sur le terrain, le basculement ne se lit pas d'abord dans les communiqués officiels, mais dans des scènes fragmentées, rapportées par des acteurs locaux. Officiers régionaux, responsables techniques et chefs communautaires décrivent, dès le premier trimestre 2025, une modification progressive de leur environnement quotidien. Les flux humains changent, les visites se font plus discrètes, les questions posées deviennent plus précises. Dans les zones proches des gisements, certains responsables communautaires évoquent une pression nouvelle,
à la fois économiques et symboliques. Des propositions d'exploitation rapide, assorties de compensations financières, sont présentées comme des opportunités neutres. Pourtant, leur répétition et leur synchronisation éveillent une vigilance inhabituelle. Pour ces relais locaux, la question cesse d'être abstraite. Elle devient matérielle, inscrite dans des déplacements inhabituels et des négociations menées hors cadre public. Un second indicateur apparaît dans le travail des équipes techniques nationales. Longtemps cantonnées à des rôles secondaires, elles sont progressivement sollicitées pour des missions de contrôle, d'observation et de remontée d'informations. Cette montée en responsabilité n'est pas spectaculaire, mais elle modifie l'équilibre interne. Les décisions ne reposent plus uniquement sur des analyses externes. Elles intègrent des retours directs du terrain. Ces signaux précoces produisent un effet cumulatif. Ils transforment la perception du risque et justifient, aux yeux des décideurs, un durcissement graduel des mesures de contrôle. La figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans cette chaîne, non comme un narrateur central, mais comme le point où convergent ces alertes dispersées. Le sens devient clair. Ce qui se joue n'est pas seulement la gestion d'une ressource, mais l'apprentissage accéléré d'une souveraineté opérationnelle. Le basculement s'enclenche au printemps 2025, lorsque les autorités maliennes passent d'une phase d'observation à une phase d'action structurée. L'activation est nette. En avril, une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits des entreprises étrangères est annoncée. Le geste est simple dans sa formulation, mais lourd de conséquences. Il signale que l'État ne se contente plus de constater la valeur stratégique du lithium. Il cherche désormais à en capter une part tangible et à en contrôler les effets. La réaction ne tarde pas. Les acteurs miniers internationaux protestent, invoquant la rupture de cadre contractuel et la fragilisation du climat d'investissement. En coulisses, des tentatives de négociation émergent, cherchant des exemptions ou des arrangements temporaires. Pourtant, la ligne gouvernementale tient. Les données économiques disponibles suggèrent que cette fermeté n'est pas improvisée. Elle s'appuie sur une lecture selon laquelle la dépendance exclusive aux capitaux étrangers n'est plus soutenable à long terme. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant de la continuité décisionnelle, celui qui transforme une mesure fiscale en signal stratégique. Le climax se dessine durant l'été. Face aux contournements observés et aux pressions indirectes, les autorités renforcent le contrôle des zones minières. Des périmètres sous surveillance stricte sont établis, limitant les accès et redéfinissant les conditions d'intervention des opérateurs. Ce durcissement n'est pas présenté comme une fermeture idéologique, mais comme une réponse graduelle à une intensification des enjeux. La logique est cumulative. Chaque donnée nouvelle justifie un cran supplémentaire. Puis vient l'escalade décisive d'octobre 2025. Le 10 du mois, la fermeture totale des frontières est annoncée. Le symbole est fort, mais la mesure est aussi opérationnelle. Elle vise à reprendre la maîtrise des flux humains et matériels dans un contexte où les ressources deviennent un point de friction majeur. À l'international, cette décision est perçue comme un retour en arrière. À l'intérieur du pays, elle rencontre un soutien croissant, interprété comme un acte de protection plutôt que de repli. 5 jours plus tard, la tension a atteint son paroxysme. Le 15 octobre, un groupe de mercenaires soutenu par une puissance étrangère tente de franchir la frontière sous couvert de protection d'intérêts économiques. L'affrontement est bref, mais révélateur. Les forces locales déploient des tactiques inattendues et parviennent à repousser l'incursion. L'épisode agit comme un révélateur public de dynamique jusqu'alors latente. Les répliques se font sentir immédiatement. Des sanctions économiques sont annoncées et les condamnations diplomatiques se multiplient. Pourtant, sur le plan interne, l'effet est inverse à celui attendu par certains observateurs. L'indignation populaire se transforme en soutien, consolidant la légitimité des choix opérés. Ibrahim Traoré est alors perçu non comme l'initiateur d'une crise, mais comme celui qui a mis
un terme à une exploitation jugée asymétrique. Cette ligne des événements révèle une cohérence. Activation fiscale, durcissement sécuritaire, puis confrontation ouverte. Chaque étape répond à la précédente. Le récit n'est pas celui d'une rupture soudaine, mais celui d'une montée en puissance calculée, où la souveraineté se construit par séquences successives. Le point de départ chiffré est désormais bien établi. Au début de l'année 2025, près de 100 000 tonnes de lithium sont confirmées dans le sous-sol malien. Ce volume, en lui-même, ne dit pas tout, mais il change l'échelle de perception. Le pays ne détient plus une hypothèse minière. Il détient une réserve identifiable, mesurable et donc négociable. À cette base s'ajoute un second indicateur décisif. Sur les marchés internationaux, le prix du lithium enregistre une hausse d'environ 30% en 6 mois. L'écart est si significatif, car il intervient sur une période courte et dans un contexte de demande déjà soutenu par la transition énergétique. Ensemble, ces deux chiffres produisent un effet multiplicateur. Une réserve confirmée dans un marché en tension ne représente pas seulement une valeur potentielle, mais un levier immédiat de pouvoir économique et géopolitique. L'écart entre la situation antérieure et la situation actuelle devient alors central. Avant 2025, le Mali apparaissait comme un territoire marginal dans les chaînes de valeur énergétique mondiales. Après la confirmation des réserves et l'envolée des prix, il se retrouve intégré de facto dans une compétition internationale pour l'accès aux ressources critiques. Cette bascule explique pourquoi les décisions politiques prennent une dimension structurelle plutôt que conjoncturelle. Un troisième chiffre vient compléter cette lecture. En avril 2025, une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits des entreprises étrangères est instaurée. Son effet n'est pas uniquement fiscal. Elle redéfinit le partage de la valeur générée par l'exploitation minière. Chaque point de pourcentage supplémentaire représente une capacité accrue pour l'État de financer des infrastructures, de renforcer les contrôles et de réduire sa dépendance aux flux extérieurs. L'écart entre les recettes antérieures et les recettes projetées devient un argument central dans la justification des choix opérés. Ces données chiffrées éclairent aussi les réactions observées. Une ressource évaluée à la hausse attire mécaniquement des stratégies de sécurisation. Les pressions économiques, les tentatives de contournement fiscal et les négociations en coulisses s'inscrivent dans cette logique. Les chiffres ne provoquent pas les tensions. Ils les rendent visibles et rationnelles. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré s'inscrit comme un acteur qui articule ces écarts, plutôt que comme un décideur isolé. Les choix décrits correspondent à une traduction politique de différentiels mesurables. Plus de valeur dans le sous-sol, plus de volatilité sur les marchés, donc plus d'enjeux à maîtriser. La politique devient une fonction des chiffres, non l'inverse. Enfin, un indicateur social renforce cette interprétation. Selon une enquête de juin 2025, près de 60% de la population soutient les mesures de protection des ressources nationales. Ce pourcentage agit comme un stabilisateur interne. Il réduit l'écart entre décisions politiques et acceptation sociale, condition essentielle pour soutenir une stratégie de souveraineté sur la durée. Pris ensemble, ces éléments quantitatifs dessinent une logique claire. Le Mali ne réagit pas à une crise abstraite. Il ajuste sa trajectoire face à des écarts mesurables, où chaque chiffre justifie un pas supplémentaire vers le contrôle des ressources et la redéfinition de sa position régionale. Le débat qui s'installe autour des décisions de 2025 se structure d'abord autour d'un argument favorable solidement étayé. Pour ses défenseurs, la ligne gouvernementale répond à une réalité tangible. Les incursions signalées dès le début de l'année, les survols répétés et les tentatives discrètes de cartographie constituent, selon eux, des preuves suffisantes d'une compétition déjà active autour des gisements. Dans cette lecture, la taxe exceptionnelle, le contrôle renforcé des zones minières et la fermeture des frontières ne sont pas des gestes idéologiques,
mais des réponses proportionnées à une pression croissante. L'épisode du 15 octobre 2025, impliquant des mercenaires soutenus par une puissance étrangère, est présenté comme une validation a posteriori de cette analyse. L'anticipation aurait évité une perte de contrôle plus grave. Face à cette position, une critique tout aussi cohérente s'exprime. Ses partisans estiment que la stratégie adoptée comporte un risque élevé d'isolement économique et diplomatique. La fermeture des frontières, perçue comme un signal de rupture, pourrait décourager durablement les investisseurs et fragiliser l'accès aux marchés internationaux. Il souligne également la vulnérabilité structurelle d'une économie trop concentrée sur une ressource unique. Dans un marché volatile, une dépendance excessive au lithium exposerait le pays à des chocs externes difficiles à absorber. Selon cette perspective, la souveraineté gagnerait à être défendue par une ouverture contrôlée et une diplomatie active, plutôt que par des mesures jugées abruptes. Pour dépasser cette opposition, les données disponibles offrent un cadre de clarification. La hausse d'environ 30% du prix du lithium sur 6 mois indique que la valeur de la ressource demeure élevée malgré les tensions. La confirmation de 100 000 tonnes exploitables réduit l'incertitude géologique qui freine habituellement les investissements. Enfin, le soutien d'environ 60% de la population aux mesures de protection agit comme un facteur de stabilité interne, limitant le risque de contestation sociale immédiate. Ainsi, les deux camps soulèvent des risques réels. Toutefois, l'articulation entre valeur croissante des ressources, pression extérieure observable et adhésion interne suggère que la stratégie en cours relève moins d'un choix idéologique que d'une adaptation contrainte à une configuration nouvelle. Un pivot silencieux s'impose. Ce moment charnière apparaît lorsqu'une décision administrative, en apparence secondaire, reconfigure discrètement l'équilibre général. L'annonce de la création d'un fonds souverain national à l'été 2025. Ce dispositif marque une transition nette entre une phase défensive et une architecture pensée pour durer. Les revenus issus du lithium ne sont plus seulement protégés, ils sont organisés, centralisés et projetés dans le temps long. Ce changement modifie la logique d'ensemble. Jusqu'alors, les mesures visaient surtout à contenir des pressions immédiates. Avec le fonds souverain, la stratégie se déplace vers la captation interne de la valeur et sa redistribution contrôlée. Le pays cesse de répondre coup par coup aux contraintes extérieures et propose un cadre structuré, lisible et institutionnalisé. C'est dans cette bascule que la figure d'Ibrahim Traoré prend une autre dimension. Les décisions précédentes, souvent qualifiées de brutales, s'insèrent désormais dans une séquence cohérente. Défense territoriale, fiscalité renforcée et gouvernance financière ne sont plus des actes isolés, mais les composantes d'un même dispositif. Le fonds agit comme une charnière temporelle. Il clôt une période de réaction sous pression et ouvre une phase de projection stratégique. À partir de ce point, le Mali ne se contente plus de protéger ses ressources. Il cherche à transformer leurs valeurs en instruments de reconstruction économique et de stabilisation politique. Les effets des décisions prises en 2025 se déploient désormais de façon tangible, touchant simultanément plusieurs groupes aux intérêts distincts. Chacun perçoit la bascule à travers son propre prisme, mais tous sont affectés par une même logique de recentrage sur la souveraineté des ressources. Du côté de l'État, les conséquences sont d'abord institutionnelles. La taxe exceptionnelle sur les profits étrangers et la mise en place du fonds souverain modifient la structure des recettes publiques. Les marges de manœuvre budgétaires s'élargissent, permettant de financer des dispositifs de contrôle, de formation et de sécurisation. Cette consolidation renforce la capacité de planification à moyen terme et réduit la dépendance immédiate au financement extérieur. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré apparaît comme l'arbitre d'un enchaînement où chaque mesure renforce la suivante, donnant à l'appareil étatique une cohérence nouvelle. Pour les entreprises, l'impact est plus contrasté. Les groupes TCJ étrangers voient leurs conditions d'exploitation se durcir.
La fiscalité accrue, les contrôles renforcés et l'accès limité aux zones minières augmentent les coûts et réduisent la prévisibilité. Certaines opérations sont ralenties, d'autres renégociées. À l'inverse, les entreprises nationales bénéficient d'un espace inédit. Le retrait partiel de certains acteurs extérieurs libère des segments de marché et favorise la montée en compétence des opérateurs locaux. Cette transition reste progressive et inégale, mais elle redéfinit le rapport de force économique au profit d'intérêts internes. Pour les populations locales, les conséquences sont à la fois sociales et symboliques. Dans les régions proches des gisements, les programmes de formation technique se multiplient, ouvrant des perspectives d'emploi autrefois limitées. Les revenus issus de l'exploitation commencent à irriguer l'économie locale, modifiant la perception d'une richesse longtemps associée à l'extraction externe. Toutefois, ces bénéfices s'accompagnent de nouvelles contraintes. Le renforcement sécuritaire et la restriction des accès transforment le quotidien, rappelant que la valeur stratégique du sous-sol impose aussi des sacrifices. Le soutien populaire observé traduit une adhésion majoritaire, mais conditionnée à des résultats visibles et durables. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions dépassent largement les frontières nationales. Les États voisins observent attentivement l'évolution malienne. Certains y voient un précédent, voire un modèle de réappropriation des ressources stratégiques. D'autres redoutent un déséquilibre régional, susceptible de modifier les alliances et les flux économiques. La centralité nouvelle du Mali dans les débats énergétiques du Sahel renforce son poids politique, tout en l'exposant à des pressions accrues. Pris ensemble, ces effets dessinent une recomposition profonde. Les décisions ne produisent pas un gagnant unique, mais redistribuent les cartes entre acteurs publics, économiques, sociaux et régionaux. Le point commun reste la transformation du lithium en levier structurant, autour duquel s'organisent désormais attentes, tensions et stratégies. Les 12 prochains mois prolongeront des lignes déjà visibles sans prétendre figer l'avenir. 3 trajectoires plausibles émergent selon l'intensité des pressions externes, la capacité interne d'absorption et le jeu des alliances régionales. Chacune repose sur des hypothèses observables plutôt que sur des prédictions. Scénario de base, stabilisation sous vigilance. Dans cette configuration, les mesures prises en 2025 se maintiennent sans escalade majeure. Le contrôle des zones minières reste strict, tandis que la fiscalité exceptionnelle est intégrée dans les calculs des opérateurs encore présents. Les entreprises nationales gagnent progressivement en compétences, mais sans rupture rapide. Les recettes issues du lithium alimentent dans des projets ciblés, notamment la formation technique et la sécurisation des sites. Les tensions diplomatiques persistent à bas bruit, sans déboucher sur un isolement complet. L'équilibre demeure fragile, exigeant des ajustements constants et une communication maîtrisée. La souveraineté progresse par incréments, sans choc systémique. Scénario optimiste, consolidation et effet d'entraînement régional. Ici, la stratégie malienne produit un effet de démonstration. Des pays voisins engagent des démarches similaires de réappropriation de leurs ressources stratégiques. Une coordination régionale s'esquisse, visant à harmoniser fiscalité, infrastructure et cadre contractuel. Les partenariats évoluent vers des formats plus équilibrés, réduisant la dépendance à quelques acteurs dominants. Les revenus miniers soutiennent des investissements structurants, améliorant la résilience économique. Le Mali gagne en influence diplomatique, transformant une posture défensive initiale en capacité de négociation accrue. Ce scénario suppose une gestion rigoureuse et une stabilité sécuritaire suffisante pour attirer des coopérations durables. Scénario contraint, pression extérieure accrue. Dans cette hypothèse, les sanctions s'intensifient et les canaux commerciaux se resserrent. Les exportations ralentissent, l'inflation progresse et les marges budgétaires se réduisent. La concentration sur le lithium expose davantage le pays aux fluctuations du marché mondial. Les tensions sociales augmentent, si les bénéfices attendus tardent à se matérialiser.
L'État doit alors arbitrer entre maintien des principes affichés et concessions économiques ciblées. La trajectoire dépendrait de la capacité à diversifier rapidement les soutiens et à éviter un enfermement prolongé. Une recommandation transversale s'impose. Évaluer en continu l'interaction entre pression externe, capacité interne et coopération régionale reste la clé pour ajuster la trajectoire sans renoncer aux objectifs fondamentaux. Au-delà des décisions étatiques et des équilibres régionaux, les évolutions observées depuis 2025 touchent directement des trajectoires individuelles. Elles modifient la manière dont différents publics se projettent dans l'avenir, en fonction de leur position sociale, économique ou géographique. Pour les jeunes actifs et les étudiants, l'émergence du lithium comme pilier stratégique redéfinit les horizons professionnels. Les besoins en compétences techniques, en gestion et en contrôle créent des perspectives nouvelles, mais exigent aussi une adaptation rapide. Les parcours qui semblaient autrefois tournés vers l'extérieur trouvent désormais des points d'ancrage internes. Cette mutation alimente un espoir pragmatique, conditionné à la capacité des institutions à transformer la promesse en débouchés réels. Pour les familles vivant à proximité des zones minières, le changement est plus ambivalent. Les opportunités économiques s'accompagnent d'un renforcement sécuritaire et d'une transformation du quotidien. Les bénéfices attendus doivent s'être composés avec des contraintes accrues, rendant l'équilibre entre développement et stabilité particulièrement sensible. Le regard porté sur l'État devient plus exigeant, fondé sur des résultats visibles plutôt que sur des intentions. Pour les entrepreneurs et cadres économiques, la période impose une lecture fine des signaux. L'environnement devient plus sélectif, moins permissif, mais aussi plus lisible sur le long terme. Ceux qui parviennent à s'aligner sur les nouvelles règles peuvent trouver un espace de croissance. Les autres font face à une incertitude accrue, obligeant à repenser stratégie et partenariat. Enfin, pour la diaspora et les observateurs extérieurs, ces évolutions invitent à réévaluer les cadres d'analyse habituels. Les récits du dominant simplifient souvent des dynamiques complexes. Comprendre les mécanismes à l'œuvre devient un exercice critique, nécessaire pour éviter jugement hâtif et angle mort. Ce moment demande donc une posture active du lecteur. Observer, comparer et relier les décisions macro aux effets micro qui en découlent. À ce stade, la cohérence stratégique repose sur une mise en œuvre lisible, séquencée et mesurable. Une feuille de route en 4 étapes permet de relier principes affichés et résultats concrets, sans ajouter de nouveaux faits au récit source. La première étape consiste à sécuriser et clarifier le périmètre. Sécuriser et clarifier le périmètre. L'État définit précisément les zones minières sensibles et les règles d'accès associées. Les forces locales assurent encore le contrôle opérationnel, tandis que les autorités administratives publient des cadres clairs. Le calendrier est immédiat, car la sécurité conditionne tout le reste. L'indicateur de suivi est simple: réduction des incursions signalées et stabilisation des périmètres contrôlés. Étape 2. Organiser la captation de valeur. Le fonds souverain devient l'outil central de collecte et de redistribution. Les recettes issues du lithium y sont centralisées selon des règles publiques. Le qui fait quoi est explicite. Administration financière pour la collecte, comité de gouvernance pour l'allocation. Le suivi s'effectue par la part des revenus miniers effectivement réinvestis sur le territoire. Étape 3. Renforcer les capacités internes. Les formations techniques et les programmes de montée en compétences ciblent les besoins identifiés sur les sites miniers. Les institutions nationales, appuyées par des partenariats locaux, pilotent cette phase sur le moyen terme. L'indicateur clé reste la proportion de postes techniques occupés par des acteurs nationaux. Étape 4. Ajuster la diplomatie économique. Sans renoncer aux principes, les autorités engagent des discussions sélectives avec des partenaires prêts à opérer dans le nouveau cadre. Cette phase s'inscrit sur plusieurs mois. La mesure de succès repose sur la stabilité des coopérations
et l'absence de concessions structurelles. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant de l'enchaînement. La feuille de route ne promet pas l'absence de tension, mais elle transforme une posture de défense en un processus pilotable, où chaque étape peut être évaluée, corrigée et renforcée. Le fil narratif revient là où tout a commencé, sur le terrain, dans ces scènes fragmentées perçues avant les annonces officielles, les chefs communautaires attentifs, les équipes techniques mobilisées, les signaux faibles remontés sans bruit. Ce sont eux qui ont donné chair à une bascule longtemps abstraite, et c'est à travers eux que la stratégie prend sens. En reliant ces alertes initiales aux décisions structurantes, une cohérence apparaît. La fermeture des accès, la fiscalité renforcée, puis l'architecture financière ne forment pas une suite d'actes isolés. Elles dessinent un même mouvement progressif qui transforme une vulnérabilité perçue en capacité d'action. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré n'est pas seulement associé à des gestes spectaculaires. Il incarne la continuité entre observation, décision et projection. Ce rappel importe parce qu'il replace l'émotion au bon endroit. Non dans la rhétorique, mais dans l'expérience vécue de ceux qui voient leur environnement changer. La souveraineté cesse d'être un concept lointain. Elle devient une pratique quotidienne, faite de contraintes acceptées et d'attentes mesurées. La souveraineté s'apprend dans la durée. Ce retour au point d'origine referme la boucle. Il montre que la transformation en cours ne se juge pas uniquement à l'échelle des marchés ou des chancelleries, mais dans la capacité à maintenir ce lien entre décisions centrales et réalités locales. Ce qui se joue ici dépasse un seul pays et un seul moment. La manière dont une ressource stratégique est protégée, organisée puis projetée, interroge des choix auxquels de nombreux États seront confrontés. Derrière les décisions visibles, se pose une question plus large. Comment transformer une richesse naturelle en levier durable sans perdre le contrôle de son sens et de ses usages? L'exemple malien invite à dépasser les lectures et lectures rapides. Il oblige à regarder la chronologie, les données, mais aussi les effets humains et sociaux qui accompagnent chaque inflexion stratégique. La figure d'Ibrahim Traoré, qu'on l'approuve ou qu'on la critique, sert ici de point d'observation pour comprendre comment un pouvoir tente de reprendre la main dans un environnement contraint. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de trancher, mais de comparer. D'autres régions feront face à des dilemmes similaires entre ouverture et protection, attractivité et souveraineté. Les réponses ne seront jamais identiques, mais les questions, elles, se recoupent. À l'heure où les ressources redéfinissent les équilibres mondiaux, une réflexion collective s'impose. Comment concilier intérêts nationaux, coopération et justice économique dans un monde sous tension?